Le matin, par un temps de bruine, nous visitons la très belle cathédrale de Noyon, qui se trouve de l'autre côté de la rue de l'Hôtel. Dès l'entrée, une femme aux cheveux gris et courts, aux grands yeux bleus à travers ses larges verres de lunettes, nous aborde en nous proposant 2 ou 3 fascicules sur Noyon, nous parle avec exaltation de sa ville, de sa famille, de ses convictions religieuses, qui ont dû être d'abord celles de sa jeunesse, et du retour du religieux. Apprenant ou se doutant, par je ne sais quels indices, que nous sommes l'un et l'autre Français d'Algérie, elle évoque certaines attaches familiales, celle de son grand-oncle qui fut évêque d'Oran, Monseigneur Pigné. Elle nous parle aussi de son père, profondément, dit-elle, partisan de l'Algérie française, et qui leur prophétisa un avenir sombre qu'il ne verrait pas lui-même, celui du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui en France. Ce n'est pas la première fois que le fait ou le soupçon de nos origines pousse les gens à projeter sur nous leurs propres convictions religieuses et politiques, comme s'il allait de soi que nous les partagions. Mais ce n'est pas notre sujet. Revenons donc à Noyon et à sa cathédrale. L'un des fascicules sur la ville est consacré aux terribles dommages subis lors de la Grande Guerre. La ville a été détruite à 80%. La cathédrale n'a pas été épargnée par ces destructions, mais elle en a subi d'autres, celles de la Révolution française. Ancienne cité mérovingienne, Noyon attire les pèlerins par la notoriété des reliques de Saint-Éloi, qui fut évêque. Le couronnement de Charlemagne, puis le sacre d'Hugues Capet en 987, contribuent aussi à l'importance prise par la ville. Je note que l'évêque de Noyon, à cette époque, n'a pas seulement un rôle spirituel. En tant que comte et pair de France, il est le représentant du roi et détient les pouvoirs civils, judiciaires et militaires. L'évêque est assisté d'un chapitre de 60 chanoines, un des plus importants du royaume, comme l'indique le fascicule « Laissez-vous compter Noyon ». Au cours de la guerre de 100 ans, Noyon se range d'abord du côté du roi, puis du côté bourguignon. Jeanne d'Arc veut alors soumettre la ville, mais échoue aux portes de la cité. Arrêtée à Compiègne, elle est condamnée en 1431. L'évêque de Noyon participe à sa condamnation. Elle est réhabilitée définitivement en 1456, en particulier grâce à la contribution du doyen du chapitre de la cathédrale de Noyon. Église paroissiale après 1790, Noyon est la deuxième cathédrale gothique construite en France à partir de 1145, après celle de Sens, 1135, et avant les cathédrales de Laon et de Paris. La fin des principaux travaux se situe vers 1235. La cathédrale est inscrite sur la première liste des monuments historiques en 1840. Le plan est en forme de croix latine ou christique. Sur la façade, un porche à 3 portes a été ajouté au XIVe siècle. L'édifice comporte 2 tours, dont les parties les plus hautes datent du XIIIe siècle. Des flèches étaient prévues, mais elles n'ont jamais été construites. La tour nord, plus haute que la tour sud, culmine à 66 mètres. La nef, qui compte 11 travées, est haute sous voûte de 22 mètres 73, les collatéraux sous voûte de 8 mètres 77. La façade ouest est large de 32 mètres, le transept de 48 mètres. Ces éléments décoratifs ont été très abîmés. Pour filmer cette façade, je pénètre, afin de prendre du recul, par la porte ouverte du jardin
d'une des maisons dites canoniales ou maisons des chanoines, reconstruites au XVIIe et XVIIIe siècle. Ces maisons sont situées autour du parvis de la cathédrale. La longueur totale extérieure de l'édifice est de 103 mètres. C'est une élévation à 4 niveaux, caractéristique du gothique de transition par rapport à l'art roman. Et l'architecte de la cathédrale utilise pour les ouvertures aussi bien le plein cintre, pour les fenêtres des bas-côtés et dans les 2 niveaux supérieurs, triforium et fenêtres hautes, aussi bien que les arcs brisés ogivaux pour les grandes arcades et les tribunes. Une autre caractéristique de Noyon est un transept avec des bras arrondis aux extrémités, comme à Soissons, mais des 2 côtés. Les matériaux utilisés sont la pierre de taille issue de calcaire du Lutétien sur des assises en grès éocène, pierre dure et étanche pour empêcher les remontées d'humidité. La galerie ouest du cloître, construite en 1230, dessert l'ancien réfectoire, devenu salle capitulaire. Ce réfectoire est complété d'un cellier et d'un grenier. L'entrée est ornée de diverses sculptures. Une étude serait en cours sur la polychromie du cloître et d'autres bâtiments dans les réalisations gothiques de la France du Nord. Nous reprenons la route jusqu'à Château-Thierry, où nous déjeunons de façon inhabituelle d'un repas froid, wrappes, boissons et gâteaux. Ce petit établissement, original et joliment décoré, se nomme Aux Délices de Périne, prénom de la jeune femme qui le tient. Lundi soir, nous nous arrêtons près de Sens, à Mallet-le-Petit, à l'auberge Le Rabelais. Nous abordons la cathédrale de Sens par la façade sud du transept, en pénétrant d'abord par une sorte de porte cochère dans une grande cour. À gauche, on peut déjà voir la plus haute des 2 tours de la façade principale, dotée d'un campanile, et le toit de l'ancien palais synodal du XIIIe siècle. À droite, fermant cette cour par un bâtiment perpendiculaire à la nef, se trouve l'ancien palais archiépiscopal du XVIe siècle, très partiellement visible à l'extrême droite de l'image. Sens est considérée comme la première cathédrale gothique de France. Les travaux ont commencé en 1135, mais se poursuivront jusqu'en 1534. Elle est consacrée en 1163. L'édifice est à peu près contemporain de l'abbatiale gothique de Saint-Denis, aux beaux vitraux très lumineux, dont le statut de cathédrale ne date que de 1966. C'est encore l'époque des cathédrales romanes lorsque l'architecte Guillaume de Sens, novateur, propose à l'archevêque Henri Sanglier de voûter la construction qu'il veut entreprendre en croisée d'ogives. L'édifice a évolué et ne se présente pas dès le début tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce fut le cas d'autres cathédrales que nous avons vues. D'abord, c'est un simple vaisseau entouré de 2 collatéraux. Le transept sera construit plus tard par Martin Chambige dans un style gothique flamboyant. Bien que la construction s'étalât sur 4 siècles, les architectes successifs ont assuré son homogénéité. La dénomination exacte de l'église est Cathédrale métropolitaine et primatiale Saint-Étienne de Sens. Comme à Auxerre, l'édifice est dédié à Saint-Étienne, considéré comme le premier martyr de la chrétienté. Il fut exécuté
par lapidation. La statue du saint, fin XIIe siècle, décore le trumeau du portail central de la façade ouest. Les deux autres portails sont dédiés, à gauche à Saint Jean-Baptiste et à droite à la Sainte Vierge. Toutes les sculptures ont été saccagées en 1793, à l'exception de celle de Saint-Étienne. La cathédrale est inscrite au classement des monuments historiques sur la première liste de 1840. La tour sud porte toujours les deux cloches-bourdons de l'époque médiévale. Ce sont les seules de toutes les cathédrales de France à ne pas avoir été refondues par les révolutionnaires. La pierre locale n'étant pas assez solide, une grande partie des matériaux de construction vient de loin. Par exemple, les calcaires du Lutétien utilisés étaient extraits à 100 km. Le transport se fit par voie fluviale, surtout par Lyon. L'intérieur de la cathédrale comporte une nef large, 15 mètres 25, 27 mètres 50 avec les bas-côtés, lumineuse mais pas très élevée, 24 mètres 40. L'élévation est déjà à 3 niveaux. Grandes arcades du rez-de-chaussée, triforium aveugle et fenêtres hautes. Le transept, ajouté entre 1500 et 1530, œuvre de Martin Chambige, a une longueur intérieure de 48 mètres et ne comporte que 2 étages. En effet, le triforium aveugle a été supprimé au bénéfice des fenêtres hautes et la voûte a été surélevée, soit 27 mètres au sud et 27 mètres 50 au nord, au lieu de 24 mètres 40 ailleurs. Le diamètre des deux roses, aux façades du transept, est important, 11 mètres, et apporte une grande luminosité dans des verrières de 18 mètres de hauteur au bras sud et de 15 mètres au bras nord. La rose du sud illustre le jugement dernier et la résurrection des morts, tandis que la rose nord, de 1516, représente un concert céleste au-dessus des 5 fenêtres à lancettes géminées. Le chœur présente, comme la nef, une élévation à 3 étages. Une grille a été placée autour du chœur au XVIIIe siècle. La chapelle Sainte-Colombe a été réalisée par le sculpteur Guillaume Coustou fils. Elle abrite le mausolée du dauphin Louis, fils de Louis XV, et de la dauphine Marie-Joseph de Saxe. À la Restauration, Louis XVIII fait réparer et remettre en place le tombeau de ses parents au milieu du chœur. Aujourd'hui, ce cénotaphe a été replacé dans la chapelle Sainte-Colombe, comme à l'origine. Au sortir de la cathédrale, Notre voyage se termine, en raison d'une contrainte d'agenda, avec le regret de n'avoir pu voir la cathédrale de Tournai, mais c'est partie remise. Nous rentrons en prenant la direction d'Auxerre.
Nous faisons un très bon déjeuner traditionnel au cheval blanc, à Coulanges-sur-Yonne. Dans l'après-midi, nous téléphonons à Sandra qui nous rappelle pour lui souhaiter un bon anniversaire. Elle a 40 ans. Nous nous arrêtons pour la nuit à Issoire, mais nous avons de la difficulté à trouver une chambre. Nous bénéficions d'une annulation qui vient d'avoir lieu à l'hôtel Le Pariou. Bon dîner. Nous partons d'Issoire dans la matinée et nous arrivons à Montpellier vers 14h30. Nous mangeons à la maison avec des victuailles achetées sur l'aire du Kellar.